Depuis 2 ans, c'est une autre entreprise française qui fait régulièrement parler d'elle dans la presse, France Télécom. Une actualité souvent tragique, le suicide de ses salariés. Ce mois-ci, 5 employés se sont donné la mort, ce qui porte à 23 le nombre de suicides depuis le début de l'année. Et depuis 2 ans, ce sont 58 salariés de l'entreprise qui se sont suicidés. Que s'est-il passé au sein de ce géant de la téléphonie? Nous avons recueilli des témoignages et des documents inédits qui montrent comment cette entreprise a choisi de se moderniser à marche forcée. Mutation imposée, suppression de postes sans négociation. C'est un document exclusif qui lève un voile sur les difficultés rencontrées par les salariés. Il est signé Bernard Nicolas et Jacques Massard. Bernard Nicolas qui nous rejoindra à la fin de son reportage. C'est un hommage silencieux que des employés de France Télécom rendaient en octobre dernier à un de leurs collègues qui venait de se suicider. Que s'est-il passé à France Télécom pour qu'on en arrive à de telles extrémités ? Pourquoi des psychiatres, aujourd'hui encore, entendent des propos effarants de la bouche des salariés de cette entreprise? Il me dit, vous savez, je fais de l'alpinisme, j'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. Quel plan unique en son genre, mûrement réfléchi, a été mis en pratique pour obtenir le départ de dizaines de milliers de salariés sans aucun plan social? Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Maintenant, les langues se délient, celles des cadres notamment. Ils étaient chargés d'appliquer un plan de dégraissage du personnel. Aujourd'hui, ils révèlent les méthodes employées au sein de France Télécom. À 38 ans, Vincent Alaouite a bien failli sombrer. Ce cadre intermédiaire de France Télécom a refusé de tenir le rôle qu'on lui demandait. Aujourd'hui, il témoigne auprès de la police. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entre les mains, Vincent? Alors c'est ma convocation à la demande d'un brigadier de police, donc agissant sur instruction de monsieur le procureur de la République du parquet de Nanterre. Je dois aller me rendre pour déposer. Au bout de 13 ans de carrière, Vincent Alaouite a osé ce qu'un cadre fait rarement, déposer une plainte pénale pour harcèlement moral contre son employeur. Après 2 ans d'arrêt maladie, des mois d'antidépresseurs, il a choisi de se battre. Je suis déjà au fond du gouffre. Maintenant, soit je nage et j'essaie de m'en sortir, soit... De toute façon, quand on est dans cette situation-là, soit on disparaît et on disparaît complètement. Comme certains l'ont fait. Comme certains, malheureusement, l'ont fait. Soit on témoigne et on fait confiance à la justice, encore une fois. Ce que Vincent Alaouite a raconté aux policiers, il nous le révèle. Le récit de 3 ans d'enfer entre 2004 et 2007, durant lesquels il voit d'abord fondre les effectifs de son service. En septembre 2005, il est convoqué par la direction du personnel. Il ne sait pas pourquoi. Il se souvient encore de ses entretiens. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Pardon, c'est moi que vous invectivez sur ce ton-là? Oui, asseyez-vous et on arrête maintenant. Pardon? Écoutez, c'est moi qui pose les questions. J'ai eu peur qu'il y ait une caméra cachée. Et ça va durer 6 mois, toutes les semaines. Vincent Alaouite se retrouvera face à la même directrice du personnel, sans témoin. À la question, vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui ai répondu simplement, pour vous écouter. Elle m'a hurlé dessus, mais arrêtez de faire le malin. Très bien, c'est moi qui pose les questions ici. Oui, et quelles questions souhaitez-vous me poser? Oh, mais je vais pas y arriver avec vous. Toutes les semaines, le même entretien absurde durait 2h30 et Vincent en ressortait épuisé. Je sortais, ma chemise était trempée, mon costume était trempé. Je retournais au bureau, je me disais, mais je me prête à quelque chose là, est-ce que je suis obligé de traverser ça? Ces pressions répétées que Vincent Alaouite ne comprend pas à l'époque ont un sens. Un plan confidentiel visant à faire partir en 3 ans à peine 22 000 personnes de France Télécom a été décidé 1 an plus tôt, en 2004.
Si le plan est caché à la majorité du personnel, cet autre témoin, rencontré au cours de notre enquête, savait tout. Directeur régional de France Télécom, il a passé 35 ans au sein de l'entreprise et a fait partie de la haute hiérarchie de la société. Il a tenu à rester anonyme. Il parle pour la première fois. Toutes les méthodes étaient absolument bonnes pour faire partir le personnel. Ça, vous êtes clair là-dessus? Je suis catégorique. Et ce chiffre des 22 000 emplois, on vous l'a souvent répété comme un leitmotiv. Ce chiffre de 22 000 emplois faisait partie des objectifs qui nous étaient assignés et qui permettaient d'ailleurs de justifier notamment les primes et notre salaire variable. D'accord. C'est-à-dire que vous étiez payé au nombre de personnes que vous réussissiez à faire partir? Notamment. C'était un des indicateurs qui était mesurable et qui permettait de justifier, entre guillemets, notre bonus. En 2006, France Télécom sélectionne 4000 cadres, membres de la hiérarchie intermédiaire, qui seront chargés d'appliquer le plan. Nous avons retrouvé les documents qui leur ont été distribués. On y explique à ces cadres les meilleures méthodes pour faire accepter au reste du personnel des mutations ou des départs de l'entreprise. Pour les dirigeants de France Télécom, les employés doivent accepter le changement. Tout cela est enrobé dans des formules alambiquées, exemple pour une mutation. Celui qui souhaite découvrir de nouveaux mondes devra accepter de perdre de vue la côte familière. L'objectif essentiel n'est plus caché. Il faut que 22 000 personnes quittent France Télécom. Parmi ces documents, l'un est étonnant. Il compare la situation de France Télécom, attaquée par la concurrence, à la bataille d'Angleterre en 1940, au cours de laquelle les Anglais assiégés ont repoussé les nazis. Nous avons cherché à savoir qui avait eu une telle idée et nous avons trouvé Obi5, une des sociétés de coaching qui a travaillé pour France Télécom. Pourquoi comparer, par exemple, la situation de France Télécom à la bataille d'Angleterre? Alors là, c'est vrai que c'est un peu troublant. La symbolique est forte. Apparemment, la question sur la bataille d'Angleterre embarrasse notre interlocutrice, mais elle nous explique que nous avons mal compris le sens de ce document. Il n'y aurait rien de guerrier, il s'agirait de solidarité. Là-dedans, c'est à un moment donné un exemple sur le fait que dans la bataille d'Angleterre, il y a une coopération qui se crée entre le mécanicien et le pilote, qui était quelque chose de nouveau dans la manière de conduire son avion et qui est une manière de résister à quelque chose qui est à un moment donné un danger externe. Et donc ils ont développé à cette occasion-là une manière de faire qui était différente et qui nous paraissait intéressante. Nous avons demandé à Vincent Alaoui d'écouter la réponse de la formatrice d'Obi5. En 2006, il avait suivi les stages pour cadres de France Télécom et avait travaillé sur ce document. Une manière de faire qui était différente et qui nous paraissait intéressante. On est en train de réécrire l'histoire là. Oui, parce que Ok. Ce cabinet de consultants qui parle de solidarité, moi, enfin, je suis écœuré. Je suis désolé, mais je suis écœuré. Nulle part on parle de solidarité. Et Vincent Alaoui de nous montrer cet autre document souvent présenté lors des stages, un schéma montrant France Télécom pris en tenaille par ses concurrents et donc en état de guerre. Le schéma quand même est assez violemment semblable à l'Angleterre, qui est écrasée par le feu ennemi, le feu allemand, et avec une puissance démesurée par rapport à sa capacité de riposte et sa capacité de défense. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Et l'Angleterre va s'en sortir quand même. Mais on ne nous parle nulle part des sacrifices, on ne fait nulle part le bilan des morts, et cette personne nous parle de solidarité entre les mécaniciens et les pilotes. On est en guerre contre des ennemis qui viennent piller notre chiffre d'affaires. Pour faire face à l'ennemi, la direction de France Télécom a prévu des méthodes draconiennes de gestion du personnel, mais sans le dire ouvertement. Afin d'y voir plus clair, nous nous sommes rendus au Conservatoire national des arts et métiers, où professe le psychiatre Christophe Dejour, un des meilleurs spécialistes de la souffrance au travail.
Nous lui confions ces documents. Il ne les connaissait pas, mais n'est pas surpris. Il a déjà entendu les mêmes termes dans des conversations qu'il a eues avec des dirigeants de France Télécom qui répètent sans cesse « Nous sommes en guerre ». Ils savent très bien ce qu'ils font, et de façon parfaitement cynique, ils disent « Écoutez, monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes tout ça, mais nous avons des responsabilités de dirigeants. Nous dirigeons le monde économique. Alors de toute façon, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Si nous voulons gagner la guerre, il y aura des morts. C'est comme ça. On est fort. Et il n'y a pas d'état d'âme à avoir là-dessus. Et ceux qui ne veulent pas appliquer ces méthodes de guerre sont laminés, y compris dans la haute hiérarchie. Ainsi, le directeur régional que nous avons rencontré au cours de notre enquête a-t-il été averti par un collègue qu'il était condamné. Je te préviens, je suis mandaté au plus haut niveau pour te dire que, très exactement cela, tu n'as plus rien à attendre de l'entreprise. L'entreprise te détruira. Ici, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra. On fera tout pour te détruire. Il faut que tu partes. À partir de là, j'ai vu autour de moi mon propre encadrement qui ne me reconnaissait plus. Comme un pestiféré. Comme un pestiféré. Le directeur régional comprend alors qu'on lui fait payer son refus d'exécuter les ordres de la direction de l'entreprise. Quelques mois plus tard, il est convoqué ici, au siège de France Télécom à Paris. Le DRH lui reproche d'avoir un jour de retard, le menace de fautes lourdes, puis l'oblige à signer son départ immédiat de l'entreprise. Je leur ai dit clairement, il y avait 2 personnes en face de moi, vous êtes des salauds, je ne veux plus entendre parler de vous, je ne pouvais pas imaginer un instant que vous étiez capable de faire ces choses-là. Je suis prêt à signer n'importe quoi, mais je ne veux plus vous voir, je ne veux plus travailler dans ce contexte. Quand j'ai signé, j'étais mort, j'étais épuisé, j'étais liquéfié, j'étais en sanglots. J'étais tué complètement. De nombreux cadres ont apparemment subi le même sort et ont finalement craqué. Ici, j'en connais je ne sais combien qui sont partis parce qu'ils étaient épuisés, ils n'en pouvaient plus. Ouais. Je connais des cadres supérieurs ici qui sont restés 2 ans en dépression. Et qui, au moment de se mettre la corde au cou, ils ont vu le patron, ils ont dit bon, mais ça y est, on va se suicider. On les a laissés tranquilles. Et puis ils sont partis 2 ans en dépression. Et c'est ainsi que des milliers d'employés de France Télécom se sont dirigés vers les cabinets de psychiatres. À Grenoble, Brigitte Font-Lebray en reçoit depuis 1995 et ils sont de plus en plus nombreux chaque année. Porteurs parfois de maladies inattendues dans le cadre du travail. Il y a celles et ceux qui perdent la voix, les cheveux ou les dents, et d'autres proches de perdre la vie. Ce qui se dit dans les entretiens est d'une dureté effroyable. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Mais vous savez, docteur, vous en faites pas. J'ai ce qu'il faut. » Alors moi, je lui demande ce que c'est, ce qu'il faut. Il me dit « Vous savez, je fais de l'alpinisme. Hein. J'ai des cordes. Elles sont toujours dans ma voiture. Et quand j'en aurai marre, je saurai les utiliser. » Voilà. Voilà ce que c'est un entretien aujourd'hui en psychiatrie. Et quand vous reprenez l'anamnèse, ce qui veut dire l'histoire médicale du patient, ce sont des personnes qui n'ont aucun antécédent dépressif, aucune pathologie familiale, aucun drame intercurrent, il n'y a rien. Autre chose qui existe dans les coffres de voitures, et il faut le savoir, ce sont des armes. Avec des patients qui me disent, tel jour, à telle heure, moi, je vais rentrer dans le bureau, il y aura mon N+2 et ma DRH, et alors là, je vais leur faire payer tout ce qu'ils m'ont fait. En 2006, Vincent Alaouite s'aperçoit que son titre de chef de projet a disparu de sa fiche de paie, ce qui est illégal. 2000 salariés sont concernés, mais France Télécom s'en sort avec une amende d'1 euro symbolique. Puis, en 2007, c'est une mise à l'isolement que va subir le jeune ingénieur. Alors voilà, c'est ici que j'ai travaillé de 2004 jusqu'à 2007, et on était là-haut au 2e étage. Et de 2004 jusqu'à 2007, c'était l'enfer pour faire notre travail.
jusqu'au paroxysme en 2007 où on nous a oubliés là au cours du déménagement et on était 3 collègues là-haut. Au milieu, je vous dis, des poubelles à papier, des poubelles organiques et des plantes desséchées. Voilà, et des armoires complètement vides, il n'y avait plus personne. Et on était là-haut, on regardait les voitures qui passaient toute la journée. Là-haut, juste au 2e à l'angle. Les 3 ingénieurs se retrouvent dans un immeuble vide de Montrouge, sans téléphone, sans ordinateur ni affectation. Ils n'osent pas quitter leur bureau de peur d'être pris en faute. Les premiers jours, pensant qu'il s'agissait d'une erreur, Vincent Alaouite se rend dans les nouveaux locaux d'Issy-les-Moulineaux où tout son service innovation a emménagé. Je suis venu ici pour occuper mon nouveau bureau, les nouveaux locaux. Et là, on nous a dit non, monsieur, vous ne faites pas partie du personnel, votre badge n'est pas activé, donc je ne peux pas vous laisser rentrer. Alors que tout mon service était déjà là-haut, installé et prêt à travailler. Les 3 ingénieurs abandonnés prennent ces photos et font constater par huissier cette situation invraisemblable. 2 inspectrices du travail se déplacent, trouvent les 3 hommes seuls dans l'immeuble vide et constatent que l'accès aux nouveaux locaux d'Issy-les-Moulineaux leur est bel et bien interdit. L'inspection du travail se présente ici avec mon collègue et physiquement le RH l'empêche d'entrer sur le site. Il lui met la main sur la poitrine et lui dit non monsieur, vous ne faites pas partie du personnel. Devant l'inspection du travail. Enfin, on marche sur la tête. Pendant 3 mois, ils ne reçoivent aucune réponse de la direction à leur courrier recommandé. Jusqu'à cette lettre de leur supérieur hiérarchique qui reconnaît avoir volontairement écarté les 3 ingénieurs. Monsieur, j'ai bien reçu les différents courriers que vous m'avez adressés. Effectivement, comme vous avez pu le constater, à l'occasion des déménagements en cours, vous n'avez pas rejoint Issy-les-Moulineaux. À ce moment-là, moi j'ai déjà grillé un fusible. Je suis suivi par un toubib et qui me dit clairement, je crois que là, il faut arrêter les dégâts, quoi. Il faut arrêter les dégâts, ça dure depuis trop longtemps. Vincent Alaouite et un de ses collègues déposeront plainte contre France Télécom pour harcèlement moral, l'inspection du travail également. Vincent Alaouite a craqué comme beaucoup d'autres et la direction de France Télécom l'avait prévu. Ce document de 2006 est un outil devant permettre au cadre de savoir à l'avance par quelle phase psychologique va passer le salarié auquel il doit annoncer sa mutation ou son départ de l'entreprise. Dans un premier temps, ce salarié va refuser, résister, se révolter parfois. Puis, il sera triste, désespéré, dépressif. Le manager doit progressivement amener le salarié à accepter la décision. Le problème, c'est que beaucoup ne sont jamais ressortis de la phase dépression et ils en sont morts. Il faut manipuler les gens pour qu'ils acceptent de partir, et pour les manipuler, il faut donc des manipulateurs. C'est très important de faire la distinction entre les deux. C'est pas un ordre qui va être donné, c'est toute l'astuce, c'est toute la nuance qu'il y a là-dedans. L'idée n'est pas de donner un ordre aux salariés de partir, puisque il faut masquer, il faut dissimuler qu'en fait, il s'agit de le faire partir. Tout est feutré, tout est transformé. Manipulation, c'est aide. Insistance, saisir, maîtriser, exercer une emprise, ça s'appelle accompagner. Des salariés cabossés, Catherine Morel en a connu beaucoup. Elle a été médecin du travail salarié par France Télécom pendant 2 ans. Elle a démissionné en décembre dernier pour, dit-elle, préserver sa propre santé mentale. Le docteur Morel a vu défiler dans son cabinet médical de Chambéry des centaines d'employés en perdition après des mutations forcées ou de nouveaux postes imposés sans explication. Et ils venaient de tous les secteurs d'activité, des sites de recherche ou des boutiques avec les mêmes symptômes. Il y avait pas mal de personnes qui exprimaient leur inquiétude, qui exprimaient leur peur de voir leur poste de travail supprimé du jour au lendemain. Qui exprimaient des symptômes tels que les troubles du sommeil ou qui se mettaient à pleurer aussi en consultation. C'était pour moi quand même un phénomène relativement nouveau. J'ai vu souvent des gens qui s'effondraient en pleurs en consultation quand on commençait à leur poser des questions sur et votre travail, comment ça se passe. Catherine Morel affirme aujourd'hui avoir subi des pressions pour désigner parmi les employés ce que la direction appelle les porteurs de signaux faibles, en clair, les salariés malades dont il faut se débarrasser.
c'est essayer de pointer du doigt certaines personnes et de dire que si ça ne va pas, c'est de leur faute à elles, c'est parce qu'elles seraient faibles, entre guillemets, qu'elles auraient des problèmes de santé. Or, mon point de vue de médecin du travail, c'est de dire que si les gens vont mal aujourd'hui à France Télécom, c'est pas parce qu'ils sont faibles ou qu'ils ont des problèmes personnels, ce qu'on nous renvoie très souvent, mais c'est que c'est l'organisation du travail, les conditions de travail et le management qui a été mis en place, je dis probablement intentionnellement par France Télécom, qui fait que ces salariés vont très mal aujourd'hui. Stéphanie Valette a subi d'autres méthodes de déstabilisation. Quand nous la rencontrons en décembre dernier, elle a trouvé refuge chez ses parents. Dans son sac, un énorme dossier qui ne la quitte jamais. Bonjour ma chérie. Des documents qui résument quelques années de sa vie au sein de France Télécom à Montpellier. Une vie qui a basculé le jour où elle a été élue déléguée du personnel. Elle est à l'époque démonstratrice multimédia dans une boutique. Ça faisait 1 an que j'accumulais de la documentation pour mieux renseigner mes collègues et les clients de France Télécom. Et un matin, je suis arrivée sur mon lieu de travail. Le responsable avait tout jeté à la benne sans aucune explication. Vous lui avez demandé? Je lui ai demandé, il m'a dit que c'était comme ça, que j'avais qu'à mieux ranger mes affaires. De là, moi, je n'ai pas compris, donc je suis allée voir ma directrice de l'époque et je lui en ai parlé. J'ai dit, je ne comprends pas ce qui se passe et là, on m'a répondu que ça serait la parole de mon manager contre la mienne. Il m'est arrivé la fois surtout où ces affaires ont été jetées à la poubelle. Il m'est arrivé de penser, j'ai eu envie de descendre à Montpellier avec le fusil. Parce que je ne pouvais pas comprendre. Que des cheffaillons comme ça qui se donnent le pouvoir de tuer. Le pouvoir de tuer, enfin non, pas de tuer, mais de jouer avec la vie, la santé et la vie de leurs subordonnés. Puis s'agir comme ça paraît pas croyable. Quelque temps plus tard, c'est son casier personnel contenant des documents confidentiels qui sera fracturé. En 2007, Stéphanie Valette prend la défense de 4 jeunes femmes accusant leur manager de harcèlement moral. À partir de là, c'est Stéphanie elle-même qui serait devenue une cible pour sa hiérarchie. Ses activités syndicales lui sont sans cesse reprochées et dans le travail, elle est isolée. On a essayé de me dégoûter par tous les moyens de mon travail. On m'a laissé pendant des mois errer devant un ordinateur sans formation, au cœur d'une boutique, quoi. Sans rien me dire, quoi. Sans rien me dire. N'y tenant plus, Stéphanie Valette a attaqué France Télécom au prud'homme pour harcèlement moral. Ce jour-là, à Nîmes, va avoir lieu le premier face-à-face au tribunal. C'est pas facile de mettre son employeur au tribunal. Moi, que je suis rentrée à France Télécom, c'était pas pour les mettre au tribunal. C'était pour travailler en toute sérénité. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était pas le cas. Stéphanie Valette attend cette audience depuis 1 an. En pénétrant dans la salle du tribunal, elle est prête à en découdre. Mais elle comprend très vite que ce ne sera pas possible. Les représentants de France Télécom ne se sont pas déplacés. Voilà, une fois de plus, France Télécom se défile, quoi. Voilà, il fait tout pour augmenter la pression. Ils veulent vraiment nous pousser à bout, quoi. Vraiment. Vraiment. On va y arriver. L'audience a eu lieu en février dernier. France Télécom a finalement été condamnée pour discrimination syndicale. Toutes les épreuves psychologiques qu'a subies Stéphanie étaient donc prévues et décrites par les stratèges de France Télécom, nous l'avons vu, dans un schéma étrangement baptisé les phases du deuil. En réalité, France Télécom n'a rien inventé. On retrouve ce schéma dans de nombreux ouvrages de coaching ou de management. Par exemple, il nous a été très facile d'acheter en librairie
le grand livre de la stratégie du Boston Consulting Group, un des leaders mondiaux en matière de stratégie d'entreprise. Les phases du deuil de France Télécom deviennent dans ce livre la vallée du désespoir, mais les mêmes termes sont employés. C'est ce mot deuil qui fait reculer Vincent Alaouite en 2007. Il refuse de jouer le rôle qu'on attend de lui, un manager sans état d'âme. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Et moi, je suis désolé, mais j'ai senti que humainement, ça pouvait pas fonctionner comme ça. C'était pas possible. Je peux pas parler de deuil, je peux pas parler de dépression à mes collègues. Moi, à mes collègues, pour les motiver, je leur parle de nos ambitions, de nos projets, de ce qu'on va construire. Enfin, je les appelle vers la vie, quoi. Et là, on me demande de parler de la mort. Je peux pas, je suis désolé, c'est pas possible. Nous allons découvrir au cours de notre enquête que les consultants engagés par France Télécom n'ont fait que reprendre les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre américaine, pionnière dans l'accompagnement des gens en fin de vie, des malades en soins palliatifs qui devaient accepter l'idée de leur mort imminente. Voici les phases du deuil décrites par un médecin, Elisabeth Kubler-Ross. Et voici la courbe étrangement ressemblante diffusée par les stratèges de France Télécom. Une courbe qui prend soudain une étrange résonance lorsqu'on songe aux dizaines de suicides de salariés en quelques mois à peine. Oui, en fait, on leur demande à ces managers d'être psychologues aussi en même temps, hein, de vite cerner les problèmes. D'ailleurs, ça avait été une des propositions, hein, qu'ils soient formés, j'avais vu dans les négociations, hein, que ces managers soient formés à repérer les salariés fragiles. Au cours de notre enquête, nous avons sollicité Didier Lombard, l'ex-PDG, ou Stéphane Richard, nouveau patron de France Télécom depuis mars dernier. Ils n'ont pas souhaité nous répondre. De même, tout accès aux locaux de France Télécom Orange sur ces différents sites nous sera interdit. Finalement, nous avons été reçus à Orange Village, à Arcueil. Nous y avons rendez-vous avec la directrice exécutive d'Orange France, Delphine Ernotte. Notre première question concerne le plan de suppression d'emplois de 22 000 personnes en 3 ans mis en place en 2004. Oui, c'était un objectif fixé par la direction. Oui, les managers chargés d'appliquer ce plan étaient notamment récompensés sous forme de primes selon le nombre de salariés qui quittaient l'entreprise. Alors, au moment du plan Next, les départs dont vous parlez, les 22 000 départs qui d'ailleurs... sont devenus 30 d'ailleurs. Non, 22 000 départs qui ont aussi été compensés par des recrutements externes, hein, pendant la même période, à peu près 7 000 recrutements externes. C'était un enjeu qui a été affiché dès le départ. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui s'est fait de manière cachée. Hein. C'était un enjeu et un objectif pour l'entreprise. Donc que les directeurs régionaux aient eu un enjeu au milieu de plusieurs autres, hein, le chiffre d'affaires, le business, la qualité de service, un enjeu sur ces départs-là, oui. Le problème, c'est que les salariés que l'on souhaitait voir partir, comme Vincent Alaouite par exemple, ont très mal vécu les méthodes employées. Dire à un moment à un salarié, écoute voilà, il y a une proposition pour toi en dehors de l'entreprise, d'une certaine manière c'est comme une cassure, une brisure. Parce que ce lien à l'entreprise, particulièrement à France Télécom, il est extrêmement fort. Et qu'aucun de nous n'a imaginé, en arrivant, en rentrant dans cette entreprise, être un jour dans cette situation où il fallait la quitter. Ceux qui n'étaient pas poussés dehors devaient bouger, changer de métier parfois, avec d'autres souffrances à la clé. Évidemment, on a demandé des choses très difficiles aux salariés. Vous en avez parlé, changer de métier, moi, ils me le disent, c'est très difficile. Hein, parce que quand on rentre, parce qu'on a décidé d'avoir une carrière technique et qu'à un moment on vous demande de travailler dans un centre d'appel qui n'est pas forcément votre vocation, ça c'est ressenti très durement. Pour certains, ça a été insupportable. Alors est-ce qu'on avait anticipé ça? Est-ce qu'on avait compris à quel point
pour certaines personnes, ça pouvait représenter un drame. Non, non. La direction n'aurait donc pas prévu les drames survenus. Pourtant, le document appelé « Les phases du deuil » semble prouver le contraire. On y parle bien de désespoir et de dépression possible du salarié. Alors, qu'est-ce que c'est ce document-là, cette courbe que vous me montrez? C'est une courbe de psychologie, si l'on peut dire, qui explique les différentes phases pour accepter le changement. Et je crois que c'est précisément parce qu'on avait conscience qu'on demandait beaucoup aux salariés, qu'on a souhaité former les cadres, alors peut-être maladroitement, hein, mais à accompagner les salariés dans le changement. Maintenant, de là à se dire que certains allaient craquer, non. Delphine Ernotte nous confirmera que des négociations sont en cours avec les syndicats et que des accords sont déjà signés, en particulier sur les mobilités des salariés. Des syndicats que la direction de France Télécom retrouvera au tribunal. Une information judiciaire vient d'être ouverte par le parquet de Paris après un rapport très sévère d'une inspectrice du travail que nous nous sommes procurés. J'ai également constaté que la direction de France Télécom a été alertée à de nombreuses reprises sur l'existence de risques psychosociaux graves au sein de l'entreprise. Suite à ces alertes, la direction de France Télécom n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les risques d'atteinte à la santé mentale liés à l'organisation du travail. Karine Martin-Saudoir, spécialiste de droit du travail, compte plusieurs clients salariés de France Télécom. Est-ce qu'il y aurait une infraction pénale? Je vous dis clairement oui, parce qu'il y a un élément intentionnel, un élément matériel et un élément moral. Oui, ça rentre très bien dans le cadre du délit de harcèlement moral et j'irai même plus loin, ça rentre dans le cadre de la mise en danger d'autrui. Jusqu'ici, seule la qualification de harcèlement moral a été retenue par la justice. Face aux accusations, la direction de France Télécom a choisi de se taire. En octobre dernier, avaient lieu les funérailles de Didier Martin, ingénieur de France Télécom à Lannion, qui s'était suicidé. Depuis le début de cette année, 11 autres salariés de l'entreprise ont choisi de mourir. Pourtant, 2 ans plus tard, tout dégénère. Il est une des cibles de son manager direct et ses collègues commencent à le fuir. Le pire, c'est ceux qu'on finit par isoler. Ceux-là, on les repère très vite. Ouh là là, lui, non, il est mort là. Ouh là là, lui, ah ouais, les expressions, c'est ça sent le sapin ici. Là, oh, ça sent le rat crevé par chez lui. Ah, c'était comme ça. Eh oui, ou alors, ouh, lui, il est en train de se faire reformater le disque dur, on va voir s'il va s'en sortir. Au bout d'un certain temps, ça finit par s'installer. Quand vous êtes l'objet de ces remarques, mais vous êtes mort. Vous êtes mort dans les yeux de vos collègues. Ceux qui vous donnaient une existence professionnelle vous détruisent en même temps, puisqu'ils ne vous voient plus. Vous êtes là, mais ils ne vous voient plus. Vous n'existez plus. Ils passent devant un meuble ou une plante, c'est la même chose. Ils me voyaient bien chercher fébrilement une posture confortable pour donner le change sur mon bureau. Tout ça, on le voit, sauf qu'au bout d'un certain temps, et professionnellement, vous n'existez plus. Professionnellement, vous êtes mort. Vous êtes mort, mais vous êtes encore là. Et petit à petit, on voit les listes de diffusion. Vous y étiez, vous y êtes plus. C'est presque de la télé-réalité. Non, c'est la réalité. Vous êtes éliminé pour de vrai. Et il n'y a pas de vote du public. Dix ans plus tôt, Daniel Gobin a vécu une autre forme de placardisation. En 1995, alors que tout se passe bien pour lui à France Télécom, Daniel apprend que son poste d'ingénieur commercial est supprimé. Les ennuis se profilent. J'ai pris rendez-vous avec le directeur d'agence de l'époque, qui lui a été encore plus brutal. Il était à la retraite maintenant, polytechnicien, et qui me l'a dit de façon militaire, c'est un échec, il n'y a pas à discuter, il faut que tu vas faire autre chose. Et d'un coup, on me dit, tu vas déménager au 18, c'était les anciens bureaux de la direction régionale d'Île-de-France. C'était lugubre, poussiéreux, has-been à souhait, comme on dit maintenant. Et on m'a parqué là, alors avec un autre que l'on avait placardisé.
Et puis après, on a appris qu'au fond de l'étage, il y en avait 3 ou 4 qui avaient été placardisés et qu'on avait mis là aussi. Là, on était complètement à l'écart de tout. Hein. Mais c'est qu'après, on m'a mis dans les culs de basse-fosse, on m'a mis dans des bureaux sombres. En sous-sol? Ouais, en sous-sol, ouais. Quasiment dans une salle aveugle. Lorsque j'allais à la cantine et que je croisais des collègues avec lesquels j'avais travaillé, rigolé, fait des fêtes d'entreprise, bu des verres à titre amical dans les troquets du 15e, eh ben c'était fini. Ils ne me parlaient plus, ils ne disaient plus bonjour. Et au bout d'un certain temps, j'étais comme un ectoplasme, c'est-à-dire invisible. Et alors ça, c'est dur à vivre. Hein. Ce que j'ai vécu a perduré jusqu'à ce que je craque, c'est-à-dire jusqu'en mai 99. Ça a été comme ça la descente aux enfers. Donc en 86, un collègue qui m'avait expliqué l'histoire d'un suicide dans une direction régionale et où là l'affaire avait été complètement étouffée par la direction régionale. Donc des situations où on poussait les gens à bout existaient déjà, mais c'était complètement occulté. Mais pour Daniel Gobin, rien ne change, il reste aux oubliettes. J'ai été arrêté de mai 99 jusqu'à novembre 2001 donc pour dépression. Lorsque fin 2001, je sens que ça va mieux, je reviens dans l'entreprise. Et là, j'étais remis au placard de plus belle. Et là, on m'a fait faire des missions, alors placard de chez placard, qui étaient du niveau de non-cadre. J'avais pour mission de lire les verbatim clients pour voir la satisfaction des clients. J'ai eu la chance de ne pas faire une dépression profonde qui puisse conduire à d'autres choses. L'envie de flinguer était très forte, pas de me flinguer, mais de flinguer était très forte, et c'était une immense colère. C'est-à-dire, pour moi, c'était un énorme gâchis. Daniel Gobin n'est pas le seul à être mis à l'écart au sein de l'entreprise. D'autres, comme lui, en général fonctionnaires, se voient imposer des mutations ou de nouveaux métiers auxquels ils ne sont pas préparés. Et depuis des années, ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter les cabinets de psychiatres. Comment allez-vous? Je dirais en ce moment ça va un petit peu mieux, quoi. Il y a un peu de mieux qui se dessine. Disons que j'ai un peu moins de choses noires, quoi. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de fluctuations dans votre état? Oui, j'ai l'impression. J'ai énormément l'impression de jouer le yo-yo. Je peux avoir des états où je suis bien qui vont durer plusieurs jours ou plusieurs heures, puis d'autres qui vont très vite chuter, quoi, hein, très vite me replonger dans le marasme, quoi. Donc, et vous avez remarqué les éléments déclenchants? Le sentiment, c'est quand même l'ambiance générale, quoi. Moi, je suis très, très sensible à ça. Parce que bon, je suis dans un très grand service, donc on est plus de 300. Donc je crois sans arrêt des gens, et le discours qui est tenu, qui est autour de moi, que j'entends autour de moi en permanence, c'est pesant pour moi. Je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution dans les choses et que les gens sont toujours aussi mal, quoi. Vous imaginez un peu vous arrivez à projeter un peu l'avenir? Mal, très mal. Mal? Ah non, moi l'avenir, je voulais qu'on me foute la paix. Voilà, moi je peux pas rester à côté je peux pas rencontrer à longueur de journée des gens qui travaillent sur les plateaux et qui ont la haine au ventre, quoi. Avec la fragilité que j'ai un peu, ça me perturbe, quoi. C'est vrai que je me sens pas fait pour ça, quoi. Et au niveau traitement, vous le prenez toujours, hein? Ah oui, bien sûr. Oui. Hein, donc même les périodes où vous avez l'impression que ça va mieux, hein, c'est un antidépresseur. Je crois que c'est important. Hein, donc il faut pas l'arrêter. Hein. Puis surtout, vous n'hésitez pas, soit par mail, soit par téléphone, vous me joignez. Hein. Vous savez que j'aime bien être en contact avec mes patients. Hein? Oui, c'est vrai. Bon. Et ça fait du bien de le sentir quand même. Eh bien, écoutez, au revoir. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Ce patient reste d'une fragilité énorme et tous ces patients ont une caractéristique commune, c'est d'avoir 50 ans. C'est-à-dire qu'ils sont très loin de la retraite encore et ils savent très bien qu'il n'existe plus de poste de reclassement.
Donc du coup, on ne peut rien leur proposer d'autre. C'était des techniciens à la base, des techniciens purs qui aimaient leur boulot. Et là, ils savent qu'ils n'auront rien d'autre que soit une boutique, être commercial dans une boutique, soit être dans un centre d'appel. En 2000, les 100 000 salariés du groupe, à plus de 70% fonctionnaires, apprennent le rachat de l'opérateur britannique Orange. France Télécom débourse 50 milliards d'euros, un endettement record que le groupe digère encore aujourd'hui, ce qui l'oblige à verser tous les ans 4 milliards de dividendes aux actionnaires, parmi lesquels l'État français, qui a conservé 27% du capital. En 2002, le titre en bourse dévisse dangereusement. Un plan d'économie drastique est alors annoncé par Thierry Breton, PDG de France Télécom Orange. Puis en 2005, c'est l'arrivée d'un de ses lieutenants, Didier Lombard, polytechnicien promotion 1962. Un retour à la tradition en matière de gouvernance. À ses côtés, Olivier Barbereau, directeur des ressources humaines, et Louis-Pierre Vénès, numéro 2 du groupe. Ce sont ces hommes qui sont à l'origine d'un plan d'économie, le plan Next. Objectif affiché, faire partir 22 000 personnes du groupe entre 2004 et 2007. Les syndicats ne voient pas le coup venir et ils semblent impuissants. Ils ont un plan qui s'appuie sur des suppressions d'emplois, qui est un plan caché au début, qui après est rendu public, négocié avec personne, etc., et qui s'applique comme un rouleau compresseur, avec un maître mot qu'on a connu pendant toute cette période-là, c'est « ce n'est pas négociable ». Aucune porte ne pouvait s'ouvrir parce que c'était remettre en cause le sacro-saint objectif de ces 22 000 suppressions d'emplois, de cette rentabilisation d'entreprise qui devait avoir sur tous ces aspects, quoi. Donc fermeture d'établissements, réduction d'investissement sur le réseau, suppression d'emplois, enfin bref, tout y est passé, etc. Donc c'est vraiment des années très longues, assez dures à vivre pour des syndicalistes et pour le personnel, d'une absence totale d'ouverture à un quelconque espace de négociation. Les fonctionnaires ne sont pas les seuls touchés par ce plan de suppression d'emplois. Au centre d'innovation d'Orange, Vincent Alaouit va vivre 3 ans de calvaire. Ses travaux reconnus sur le plan international, les brevets qu'il a déposés ne suffiront pas à le protéger. En 2005, il est convoqué par la DRH. Alors là, on est devant le bâtiment d'Arcueil, où se trouvent les bureaux de Orange Perspective. C'est le fameux bureau d'accompagnement des mobilités. Quand j'arrivais ici, ça faisait ambiance hôpital psychiatrique et vous avez des gens d'une 50aine d'années qui étaient tous là à attendre leur tour. On aurait dit qu'ils allaient se faire tuer, quoi. Si vous aimez regarder les films policiers le soir tard, les séries B à la télé, c'est exactement le même scénario qui se joue ici. Vous avez une personne qui joue la méchante et une personne qui joue la gentille. Alors la personne qui joue la méchante vous accueille en claquant la porte, en vous hurlant dessus. C'est moi qui pose les questions ici, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez à noter ici? C'est moi qui parle. On me pose des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Alors je sors mes courriers recommandés. Voilà, j'ai écrit, j'ai posé des questions. Où est mon avenant à mon contrat de travail? Et là, ça continue. C'est la surenchère. Vous êtes dans le déni, vous êtes dans la colère, syndrome de Cassandre et compagnie. Enfin, je suis perdu. Je m'interroge sur la santé mentale des gens qui subissent ça et sur les intentions des personnes qui font subir ça. Pendant 6 mois, je vais subir une espèce de déstabilisation permanente, toutes les semaines, avec 1 ou 2 entretiens à Orange Perspective. Ce sont des entretiens qui durent entre 2 heures et 3 heures à chaque fois. C'est épuisant. J'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Et alors revenir dans un parc, c'est même pas un parc, moi tout ce que je cherche c'est de la terre, quoi, de la terre. Face à une situation kafkaïenne comme ça, j'ai besoin de revenir à des choses qui sont simples. L'herbe pousse dans la terre, il y a du vent, je peux respirer en ayant les pieds dans la terre, il y a des gens sains qui prennent le temps de se sentir, et c'est extraordinairement ressourçant, quoi. Vincent Alaouit résiste aux pressions et ne démissionne pas jusqu'à ce jour de septembre 2007 où son service installé à Montrouge doit déménager. Ce matin-là du vendredi 21 septembre 2007, je suis assis
avec mes cartons qui sont empilés et j'attends les déménageurs. Je ne sais pas si je pars, je ne sais pas si je reste, j'attends. Il faisait soleil ce jour-là, mais j'étais juste en train d'attendre. Puis, il y a un petit brun qui est arrivé avec sa ceinture de force qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Nous, on embarque tout, là. Et là, je suis resté sans voix, quoi. J'ai commencé à pleurer. On déménage tout, sauf nous. Enfin, c'était du n'importe quoi. Vincent est en souffrance depuis 3 ans déjà, et le fait d'avoir été volontairement oublié lors de ce déménagement finit de le détruire. Le vendredi 21, je suis en train de me dire, ouais, c'est un bon jour pour mourir. Ouais. Moi, j'ai longé les bords de Seine comme ça toute la journée. J'ai prévenu ni ma femme, ni mes enfants, enfin personne. Personne ne savait où j'étais. Jusqu'à la nuit tombée, j'ai longé. Voilà. J'ai fait que des allers-retours comme ça, au bord de l'eau. Et je ne savais pas où j'étais. J'avais aucune notion du temps. J'avais aucune notion de moi-même. Tout ce que je savais, c'était que je longeais à un endroit où je pouvais finir. Si j'en ai assez, voilà, je peux faire stop. Voilà, je me fous la tête dans l'eau et c'est fini. Voilà, j'ai juste à me laisser aller et ce sera terminé. La direction ne répond pas à leurs appels de détresse. Ne voulant pas être pris en faute, Vincent et 2 de ses collègues, abandonnés comme lui, retournent tous les jours dans les locaux vides de Montrouge. Le déménagement a eu lieu. Il n'y avait plus rien du tout. Plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de wifi, plus d'assistante, rien. C'est les ouvriers qui venaient pour arracher la fausse moquette et le faux plancher. Et ils nous demandaient même, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Il doit y avoir personne. Et nous, on était là, comme des plantes en train de dessécher. Les armoires étaient vides. Voilà, on ne savait pas ce qu'on foutait là. Même le gardien ne savait même pas qu'on était là encore. Les 3 ingénieurs vont ainsi rester sous les gravats pendant 3 mois. Les premiers jours après le déménagement, Vincent décide de se déplacer sur différents sites de France Télécom Orange afin que quelqu'un entende son SOS. Tel un hamster dans sa cage, il tourne en rond, en vain. Pour nous, il a accepté de refaire ce parcours qu'il juge aujourd'hui complètement ridicule. Et quand je suis venu ici, alors que tout mon service avait déménagé, on m'a dit non, vous rentrez pas, vous faites pas partie du personnel. Ici, je présentais les courriers recommandés que j'avais écrits, et on me disait, s'en fout, vous n'avez pas pris rendez-vous avec la RH. La situation était devenue tellement absurde qu'à mon sens, des gens de bon sens pouvaient se trouver là-bas pour voir que c'était absurde. Tous les jours, je viens ici, tous les jours, je donne mon pack de courriers recommandés et tous les jours, je demande à rencontrer quelqu'un de lucide. Quelqu'un qui pourra, avec moi, en plus de l'inspection du travail, constater l'absurdité de cette situation. Personne n'est jamais descendu. Vincent Talaouit comprendra plus tard qu'il était une des cibles de son manager direct qui appliquait à la lettre le plan de suppression d'emplois décidé par les stratèges de l'entreprise. Un manager préparé, formé au dégraissage, des documents internes le prouvent. Un témoin direct de l'élaboration de ce plan, proche des dirigeants du groupe, confirme dans un livre les objectifs réels d'une direction qui ne parle à l'époque que de changement. Next est clairement un programme pour pousser les gens à sortir, à quitter l'entreprise, coûte que coûte. Donc ce programme, très bien construit, dessine des situations où on pousse les collaborateurs à choisir le départ de façon plus ou moins forcée. Et il est explicite. Donc on en trouve la trace après dans les pratiques en région pour faire partir les gens. Et quand les régions n'appliquaient pas suffisamment précisément ou avec force ce programme, on envoyait des cohortes de RH pousser à trouver des solutions les plus brutales possibles. Conséquence directe, des milliers de gens cabossés un peu partout en France. Je suis en très grande souffrance depuis début 2009, où on m'a signifié lors de mon entretien semestriel TTM à 12 mois. Ça veut dire quoi, TTM?
time to move. Donc, on voulait que je quitte ma région, l'Auvergne, comme ça, d'une façon dogmatique, d'ici fin 2009. Mais sans aucune explication, est-ce que ça avait une portée économique, une portée stratégique au sein de l'entreprise? Non, aucune justification. C'était une décision dogmatique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. C'est qu'il y a 3 autres de mes collègues du même service à qui on a signifié le time to move également. Voilà. Et le point commun entre nous 4, c'est qu'on a tous plus de 45 ans et on est fonctionnaires. Donc vous vous rendez compte? On me demande de quitter l'Auvergne, de quitter mon métier que j'aime, et voilà. Et mon poste n'était pas supprimé. Il ne l'est toujours pas aujourd'hui. J'ai un métier, ingénieur technico-commercial, qui est un métier considéré comme prioritaire dans le groupe France Télécom. Donc c'est d'autant plus incompréhensible. Quelque temps après cette annonce brutale, le manager convoque à nouveau Clément Sibring et sans plus d'explications, il lui annonce « Tu n'es plus obligé de bouger, mais tu vas changer de job ». Si je voulais rester en Auvergne, ok, mais à ce moment-là, il fallait rester en Auvergne ailleurs qu'à France Télécom. Donc moi, je me voyais déjà tenir des stands des frites sur l'aire des volcans, de l'autoroute, ou tenir un gîte, voilà. Ils m'ont poussé à penser et à faire des choses que jamais je n'aurais fait. Jamais. Dans ces 2 mois qui se sont écoulés, moi j'ai pas résisté. Donc je vais voir mon médecin. Ou je m'écroule dans son cabinet. Voilà. Et il décide de vous arrêter? Et il décide de m'arrêter tout de suite. Voilà. Il me donne 10 jours et il me donne les produits chimiques qui vont bien, quoi. Il me met la béquille chimique que je traîne depuis. Voilà. Depuis 1 an maintenant. Comment votre famille vous voit-elle? Est-ce qu'elle vous voit fragilisée? Elles ont compris que vous étiez atteint, vous aussi, que vous étiez possiblement en danger? Bien sûr. Surtout la plus jeune qui a vu que j'étais arrêté. Et elle a entendu les actualités de l'été et l'automne 2009. Et elle me dit, la première réaction qu'elle a, « Papa, tu vas pas te suicider ?» Je dis « Non, elle va me suicider. Il n'en est pas question. Il n'est pas question. » Et non, et alors parfois, elle a peur le soir, lorsque je suis un peu en retard, elle pleure, elle dit, ça y est, il lui est arrivé quelque chose. Donc l'impact, il est là aussi. C'est les dégâts collatéraux, entre guillemets, comment dire. Dans les cabinets de psychiatres, toute peur oubliée, les salariés malades parlent. De leur patron, par exemple, dont ils attendent qu'ils reconnaissent enfin leurs responsabilités. Quand je suis rentré à France Télécom, on en était encore ce qu'on appelait les dames de l'inter. Donc c'était vraiment... on a vécu toutes les évolutions, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient techniques. Il y a eu un investissement phénoménal, je veux dire, de la part des gens. Et là, voilà, la réponse qu'on a aujourd'hui, les remerciements qu'on en a, c'est quand même... ça fait quand même mal, quoi. Mon sentiment profond, c'est que ce sur quoi on travaille en permanence, c'est d'essayer de me déculpabiliser par rapport à ce que je vis. C'est pas de ma faute. C'est un peu ça qu'on essaye de... Et là, moi, j'ai le sentiment que cette non-reconnaissance par France Télécom de sa responsabilité dans mon état, c'est pour moi quelque chose de malsain. Je suis désolée parce que je vais être obligée de vous faire reparler un petit peu des mois très difficiles, hein, notamment du mois de mars. C'est vrai que le suicide, pour ne pas le nommer, il s'est offert pas comme une solution, parce que c'est pas une solution, mais comme une continuité dans la chute et dans la descente. Au cours de notre enquête, nous nous sommes procurés de nombreux documents internes à France Télécom Orange, distribués dès l'année 2004 à 4000 managers. Des modules de formation parfois surprenants, dont certains rappellent les belles heures du New Age. Un salmigondi de références pseudo-scientifiques censé aider le manager à tirer le meilleur de son subordonné. D'autres documents font référence à la bataille d'Angleterre en 1940, les nazis harcelant les Anglais
et d'autres présentent la situation de France Télécom, prise en tenaille par ses concurrents. Mais le module le plus explicite est celui-ci. Il contient la courbe du deuil. On y décrit très précisément toutes les phases psychologiques par lesquelles passera le salarié auquel son chef doit annoncer une mutation forcée ou une suppression de poste. Le scénario d'une soumission, le but étant que le salarié accepte la décision prise par ses patrons. Problème, il est écrit qu'il peut subir une dépression. Nous avons soumis ces documents à 2 experts, Loïc Skoarnek, président de l'association Harcèlement Moral Stop, et Christophe Dejour, psychiatre et spécialiste de la souffrance au travail. C'est un document qui vise à savoir comment on doit manier la relation avec les gens, en sorte d'obtenir le résultat qu'on veut d'eux, mais justement par un moyen qui n'est pas la discipline, qui n'est pas un moyen militaire, qui est un moyen, bon, alors rappelons-le par son nom, je pense que c'est une technique de manipulation. Ah, ça c'est très joli. Positionnement et les attitudes du collaborateur. Identifier le positionnement du collaborateur. Alors ça passe, si j'ai bien compris, de la phase d'annonce. Cher ami, vous êtes viré. Le refus de comprendre. Incompréhension, négation, rejet total. On comprend tout de suite où on en est. On va comprendre qu'il va rentrer dans une phase de résistance. Donc ça veut dire qu'on dit au cadre, méfiez-vous, il sera en phase de résistance, il va se révolter. Il peut faire du sabotage, au moins qu'il dit, hein, c'est écrit, quand même pas mal. Donc il va falloir, d'une façon ou d'une autre, par les méthodes de management, de coaching, ou parce qu'on va vous apprendre, à le mettre en phase de décompression. Alors ils ont mis de décompression, c'est assez curieux, bon, c'est pas pour rien, c'est toujours une manière d'euphémiser. Néanmoins, les items qui sont sous ce titre laissent apparaître de quoi il s'agit. Tristesse, absence de ressort, désespoir. Donc ils ont très bien prévu également qu'ils faisaient courir le risque aux gens manipulés par des manipulateurs de passer dans des périodes critiques par lesquelles il pourrait y avoir des pépins. C'est évident, c'est écrit. Comme il y a du sabotage, il peut y avoir désespoir et donc sinon des suicides, au moins des dépressions graves. Ça veut dire que ça sent un peu la dépression, là, vous ne trouvez pas? On a un phénomène dépressif. Après la résistance, on passe en décompression, en passant peut-être par la dépression. Et bien sûr, on va arriver à la phase d'intégration, c'est-à-dire la phase d'acceptation de la décision finale, la mission qu'on avait donnée sans doute au manager, c'est-à-dire de le faire changer, de le faire accepter le changement. On appelle ça, très curieusement, l'intégration. C'est pas moi qui le dis, c'est là. Hein. Et les phases du deuil. Mais comment peut-on justifier dans une entreprise de telles méthodes de coaching? La fin justifie les moyens, c'est exactement ce qui est dans ce papier. Certes, la réponse est la suivante, je l'ai entendu, c'est pour ça que je vous dis tout à fait, c'est pas qu'ils ont poussé le bouchon très loin, un peu plus loin. Non, ils savent très bien ce qu'ils font, et de façon parfaitement cynique, ils disent, écoutez monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes tout ça, mais nous avons des responsabilités de dirigeants, nous dirigeons le monde économique. Alors de toute façon, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Si nous voulons gagner la guerre, il y aura des morts, c'est comme ça. Il y aura des morts. Il n'y a pas d'état d'arme à avoir là-dessus. Vous avez un verre plein d'eau, vous transvasez 10 fois très vite, à chaque fois vous perdez un petit peu d'eau. La 10e fois, vous avez perdu la moitié de l'eau. Avec les salariés, c'est pareil. Vous fermez un site, vous envoyez les salariés très vite, le plus loin possible. Il y en a toujours qui ne pourront pas suivre. Ceux-là, où ils craquent et ils démissionnent, où il va, où vous voulez. Au commercial. L'important, c'est de leur laisser le choix, mais qu'ils soient obligés de choisir ce que vous voulez. La pièce de théâtre Les Impactés, qui a été présentée au public dès 2007, est directement tirée de témoignages d'employés de France Télécom Orange. Une forme de catharsis, en même temps qu'une image de la réalité de l'entreprise. Cassez les métiers, disloquez les services, rendez-les mobiles. Ils ne doivent pouvoir se raccrocher à rien. Rares sont les cadres supérieurs à s'exprimer aujourd'hui sur les méthodes de management utilisées toutes ces années à France Télécom Orange. L'un d'entre eux a accepté de le faire anonymement. Il fut directeur régional à la tête de plus d'1 millier de salariés. Il n'a pas oublié ce que ses patrons attendaient de lui, les primes qu'il percevait quand il réussissait sa mission, taillées dans les effectifs par tous les moyens. Par exemple, en déstabilisant les salariés afin de les pousser à quitter l'entreprise.
Des cadres sont passés plusieurs mois sans être payés, sont restés plusieurs mois chez eux sans avoir de travail. Des cadres sont restés en dépression pendant plusieurs années. Tout ceci a existé. Pour démobiliser le personnel, on n'a pas manqué de le faire travailler de mission en mission, de lui faire faire 300 km par jour pour l'amener sur un lieu de travail où il se retrouvait sans activité, où on lui riait au nez. Tout ceci, c'est du réel. En réalité, France Télécom Orange a adopté des techniques déjà utilisées ailleurs. On trouve par exemple la courbe du deuil dans le grand livre de la stratégie du célèbre Boston Consulting Group, une référence en matière de management. Elle est rebaptisée ici la vallée du désespoir, mais les mêmes phases psychologiques du salarié sous pression sont décrites. Et nous découvrirons que ces schémas sont la pâle copie du travail d'une psychiatre américaine, Elizabeth Kubler-Ross, spécialiste de l'accompagnement des gens en fin de vie. Comme si les stratèges du monde de l'entreprise mettaient sur un même plan l'acceptation d'une mort inéluctable et la perte d'un emploi. Ah, c'est les apprentis sorciers. Hein. J'aimerais connaître le nombre de tentatives de suicide avec des séquelles à vie. Parce que c'est pas le tout. Quelquefois, on se rate, donc on vit. Mais dans quelles conditions? Avec quelles conséquences? Conséquences psychologiques, mais quelquefois aussi des conséquences physiques. Un homme seul, sur une plage de Marseille. Il se nomme Jean-Rémy de Ciot, il a 47 ans. Jean-Rémy est un rescapé. Après avoir exercé 17 métiers en 10 ans, en payant parfois lui-même ses formations, ce cadre A de France Télécom Orange a été mis en congé maladie d'office. Des médecins extérieurs à France Télécom le déclarent apte au travail. Le tribunal administratif lui donne raison, en vain. Il n'est toujours pas réintégré. Et un matin, il craque et retourne sur son lieu de travail. Là que j'ai travaillé, j'étais venu ici, là, dans l'acier de corde. Où? Ici, là, devant le porche de l'entrée de parking. C'est là que vous avez lancé la corde? Ouais. Vous aviez l'intention de vous suicider? Ouais. J'ai passé une corde. J'ai attendu 5 minutes. J'ai pas de chaise. J'ai pas prévu. Vous n'aviez peut-être pas vraiment envie de mourir? Non, je pense que j'avais pas envie, peut-être parce que je suis reparti. En fait, j'attendais peut-être que quelqu'un me dise « Arrête, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais en fait, il n'y avait personne dans la rue pour me dire ça. Et j'étais peut-être encore tout seul. Hein. Et malgré cela, j'ai quand même eu d'efforts de me surpasser et de repartir chez moi. Ça a dû être mon dernier lieu de vie. Et là, je me bats pour vivre. En 2007, les syndicats Sud et CFE-CGC créent l'Observatoire du stress et des mobilités forcées. L'occasion de constater que de toutes les régions de France, les témoignages affluent. J'ai pété les plombs, je suis sous antidépresseur, j'ai peur de reprendre le boulot. Quant aux médecins spécialistes, ils découvrent des maladies inattendues, directement liées à l'organisation du travail. J'ai récemment reçu une personne qui est sur les centres d'appel, qui n'a plus de voix. Elle ne supporte plus les doubles appels. Et donc, elle a perdu la voix. Ça fait plusieurs mois qu'elle est en arrêt maladie et l'ORL est désespérée. Il n'y a rien au niveau de lésions organiques. Elle n'a plus de voix. Une souffrance à en perdre les cheveux. Au-delà des dépressions nombreuses, certains ont choisi de mourir. À chaque mort, c'est un séisme aux conséquences incalculables, à la fois pour les proches du suicidé et pour ceux qui ne le connaissaient pas. Chaque suicide aggrave la position de ceux qui restent. Ça accable ceux qui restent. Ils savent maintenant qu'un suicide a eu lieu, qu'un deuxième suicide a lieu. Et à chaque fois qu'on dit « mais ce n'est pas l'entreprise », ça veut dire qu'on ne fera rien pour arrêter ça. Donc ceux qui restent, maintenant, ils sont devant la situation telle que un suicide, deux suicides, ça fait partie maintenant du travail ordinaire, donc le suicide est banalisé. Et d'une certaine manière, je vous assure, j'ai vu ça dans pas mal d'endroits, les gens sont cassés par un suicide qui vient d'avoir lieu. C'est pas seulement de suicider,
pour qui c'est dramatique. C'est pas seulement pour sa famille et son entourage, c'est maintenant pour l'ensemble de l'entreprise où là c'est un coup terrible. C'est-à-dire qu'on sait très bien que maintenant il y a un suicide, il y en a 2, à qui le tour? En septembre 2009, Jean-Paul Rouanet, un employé du centre d'appel d'Annecy, se jette de ce pont. Didier Lombard se rend le jour même sur les lieux pour y rencontrer les salariés chez lesquels l'abattement le dispute à la colère. À la sortie, le PDG de France Télécom Orange se veut rassurant. Nous avons ouvert un grand chantier. J'ai dit que le France Télécom d'avant ne serait pas le même que celui d'après. Et de la discussion que j'ai eue toute l'après-midi avec les salariés d'abord, les représentants du personnel après, nous avons des pistes très précises sur la façon dont nous pouvons améliorer les choses dans le comportement quotidien et dans la vie quotidienne de nos salariés. Il n'est pas normal que l'humain ne soit pas passé en tête de nos préoccupations. Les collègues de Jean-Paul Rouanet qui accompagnent son cercueil veulent savoir ce qui l'a poussé au suicide. Savoir par exemple si l'organisation du travail ne serait pas la cause directe de sa mort. C'est ainsi qu'une enquête est confiée au cabinet Secafi à Lyon. 2 mois de travail sur le terrain au contact des salariés de ce centre d'appel, 200 pages de rapports accablants pour la direction du groupe. Premier constat, un homme s'est suicidé, mais autour de lui, personne ne le connaissait. Quand il y a 120 personnes sur un plateau qui toutes ont un casque sur les oreilles, des objectifs importants qui font qu'elles doivent répondre aux clients sans arrêt, eh bien si à côté de soi quelqu'un ne va pas bien, on n'a ni le temps de s'en apercevoir, ni le temps de s'occuper de lui. Quand la nouvelle du drame est arrivée sur le plateau, une partie significative des collègues ne savaient pas de qui il s'agissait. Donc ils n'avaient pas repéré que c'était ce monsieur qui s'appelait comme ça. Et ils sont vite allés voir sur l'intranet pour savoir de qui il s'agissait. C'est représentatif quand même d'une certaine déshumanisation de ces structures que France Télécom voulait les plus grosses possibles, même si aujourd'hui ils en sont revenus. On a pu montrer que ce travail est extrêmement difficile, parce que l'offre est extrêmement complexe. Après, il y a un nombre d'applications informatiques considérable à ouvrir simultanément. Donc ils peuvent travailler jusqu'à 39 applications informatiques, avec un outil informatique extrêmement pesant. Donc on a pu mesurer que 2/3 des écrans étaient inutiles. Donc ça revient à dire qu'on demande à ces salariés de courir vite. Il faut qu'ils répondent en moyenne à un certain nombre d'appels par heure. On leur demande de courir vite avec un sac de cailloux dans le dos. Outils informatiques inadaptés et en guise de fardeau supplémentaire, un script à respecter. L'opérateur a des formules obligatoires à placer au cours de sa conversation avec le client. Par exemple, en fin d'entretien, on doit absolument demander « Vous ai-je bien répondu ?» Y compris, en théorie, même si certains évidemment n'arrivent pas à le faire dans ces cas-là, si l'entretien s'est extrêmement mal passé. Si le client est furieux, qui vous engueule pendant 10 minutes, à la fin on est censé dire « Vous ai-je bien répondu ?» D'accord. Écoutez, je vous souhaite, monsieur, une bonne fin de journée. J'espère avoir été satisfaisant dans mes explications. Et Orange, je vous remercie de votre appel. Ça me met en panique. Et ça augmente. Jusqu'ici, homme de terrain aux compétences reconnues et désormais enfermé dans des tâches aberrantes avec des objectifs inatteignables, Jean-Paul Rouanet va très vite craquer. Ce qu'on a été amené à conclure, c'est qu'indiscutablement il a été mis sous très forte pression, avec une très forte exposition à ces risques. Bon, et probablement, c'est d'ailleurs finalement la conclusion de l'entreprise, qui a admis que c'était un accident de service, ce qui, pour les fonctionnaires, veut dire accident du travail. Donc, juridiquement, l'entreprise a reconnu qu'il y avait un lien entre la situation professionnelle qui a été la sienne et l'acte de mettre fin à ses jours. Le destin funeste de ce salarié d'Annecy est exemplaire, mais il n'est pas unique. Plusieurs dizaines de salariés se donnent la mort en cette année 2009, au point que le ministre du Travail, Xavier Darcos, convoque un Didier Lombard aux abois. Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui évidemment choque tout le monde. Ces mots malheureux du PDG de France Télécom Orange vont précipiter sa perte. En mars 2010, Didier Lombard doit céder la direction opérationnelle du groupe à Stéphane Richard, un énarque tout droit venu du cabinet de Christine Lagarde. Une arrivée en pleine tourmente pour un nouveau patron qui en réalité ne découvre pas la situation critique de l'entreprise.
Un des derniers numéros de Challenge expliquait très bien comment Stéphane Richard, notre PDG actuel, lorsqu'il était directeur de cabinet à Bercy, comment il pilotait France Télécom depuis Bercy, grâce à des personnes qu'il avait nommées. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que Stéphane Richard, notre nouveau PDG, est informé. Depuis sa prise de pouvoir, Stéphane Richard communique. Il a refusé notre demande d'entretien, mais a répondu aux journalistes lors d'une conférence de presse en juillet dernier. Objectif, parler du futur. Son projet a pour nom Conquête 2015. Problème, il est sans cesse rattrapé par le passé et le présent parfois tragique de l'entreprise. Un suicide, c'est un drame de l'intime, d'abord. Donc, aucun cas n'est comparable à l'autre. Il s'agit de regarder dans chacun des cas si, à un moment ou à un autre de l'histoire de la personne, il y a pu y avoir un choc, une souffrance, causée par l'entreprise. Non pas volontairement par l'entreprise, bien sûr, mais quand même causée par l'entreprise. Le but quand même de tout ce travail, de tout ce projet, c'est quand même de créer une entreprise plus humaine. Tous nos efforts sont axés sur, encore une fois, la résorption, l'atténuation des causes, du terreau qui, dans une entreprise telle que nous sommes aujourd'hui, peut amener certaines personnes fragiles à passer à l'acte. Pour démontrer que l'entreprise peut aussi être un lieu d'épanouissement, les communicants de France Télécom Orange ont dressé le portrait de gens heureux dans le groupe. Ainsi, des petits films ont-ils été présentés lors de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe. Et comme je vous l'ai promis, je vous laisse regarder quelques belles histoires de salariés de France Télécom Orange. Stéphane, 39 ans, c'est l'histoire d'une ascension, celle d'un jeune conseiller devenu directeur. Stéphane aime l'acidité d'une rondelle de citron. Déguster le solilès seul dans sa cuisine et libérer les coquelicots encore en bouton. Aujourd'hui, au niveau du plateau que je dirige, c'est environ 150 personnes, j'ai envie de dire presque 150 profils, 150 histoires différentes. Donc c'est vrai qu'en 13 ans, ma famille est assez fière de moi. Ouais. Je crois pouvoir dire qu'ils n'en sont toujours pas revenus. Durant plusieurs mois, les différents sites de France Télécom Orange nous ont été interdits. RTL Soir, 18h, 20h, Bernard Poirette. Bonsoir à toutes et à tous. De nouveaux suicides à France Télécom. 5 employés ont mis fin à leur jour en l'espace de 2 semaines. Oui, ces 4 hommes et cette femme ne se connaissaient pas. Ils habitaient en Bretagne, à Toulouse ou en région parisienne. Il y avait là une cadre supérieure et des techniciens, un commercial. 23 salariés de France Télécom Orange se sont donné la mort et 13 autres ont tenté de le faire depuis le début de l'année 2010. Des milliers d'autres restent fragiles. Daniel Gobin n'est plus dans un placard et s'est engagé dans un syndicat de cadres de France Télécom Orange. Jean-Rémy Deciot a récemment été hospitalisé après avoir annoncé qu'il voulait mettre fin à ses jours. Il est aujourd'hui sorti de l'hôpital et continue de se battre pour que cesse sa mise en congé maladie d'office. Clément Siebering est toujours ingénieur technico-commercial à Clermont-Ferrand. Il prend toujours ses antidépresseurs. Vincent Alaouite reste en arrêt maladie. Il a écrit un livre et il a déposé plainte pour harcèlement moral contre France Télécom Orange. Sur son cas, ce qui est très rare, l'inspection du travail a également déposé une plainte. Ensemble contre la méthode Lombard. Autre plaignant, le syndicat Sud PTT qui a attaqué pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d'autrui. Jusqu'ici, seul le harcèlement moral a été retenu par la justice. Dans le collimateur du syndicat, 3 hommes qui ont dirigé France Télécom Orange, Didier Lombard, Olivier Barbereau et Louis-Pierre Vénès. Ce n'est pas quelques dizaines de gens qui ont été touchés par cette politique-là, c'est des milliers et des milliers de salariés. Et je pense que ces gens-là doivent payer. Je ne me fais aucune illusion sur la conclusion de ce procès, mais qu'en tout cas, doivent être identifiés comme responsables de cette politique.
France Télécom Orange affirme vouloir redonner à l'homme toute sa place au sein du groupe. Preuve sans doute qu'il l'avait perdue. Le chantier semble immense quand on sait depuis une enquête interne à l'entreprise que la grande majorité du personnel a perdu la confiance dans les dirigeants du groupe et la fierté d'y travailler. À ce jour, sur la soixantaine de suicides recensés depuis 2008, la direction n'en a reconnu qu'un seul en accident du travail, comme si elle niait sa responsabilité. Des milliers de salariés restent fragiles, ne tenant que grâce aux médicaments. Le mal est profond et la détresse ne s'effacera pas de sitôt.